problème. On peut s'enorgueillir, un pays d'accueil, on l'est toujours, France pays d'accueil, France terre d'asile, Europe terre d'asile, etc. Mais il y a évidemment un certain nombre de problèmes, parce qu'aujourd'hui ça a changé, non pas de quantité, mais ça a changé d'état. Il y a incontestablement, on ne va pas refaire l'histoire de l'immigration aujourd'hui, mais il y a un véritable problème, deux véritables problèmes pluriels, au sens le plus pluriel du terme, qui sont posés. Et la revue Contribuables Associés a sorti un rapport, parce qu'on dit toujours chance pour la France, on dit toujours mais arrêtez, en tout cas il y a beaucoup plus de bénéfices que de déficit avec les immigrés, ceux qui travaillent, etc. Eh bien on constate que c'est pas le cas. En tout cas, il y a une étude réalisée par Jean-Paul Gourevitch, dont le directeur a conclu en disant que l'immigration, écoutez pas bien, auditeurs de Sud Radio, l'immigration coûte 53,9 milliards d'euros aux contribuables par an. 59,3 milliards d'euros, soit 4 fois le budget du ministre de la Justice. Alors, Jean-Paul Gourevitch, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous a reçu à plusieurs reprises déjà. Jean-Paul Gourevitch, vous êtes spécialiste effectivement de ces questions d'immigration, aussi vous connaissez très bien l'Afrique et l'immigration. Alors, dites-moi, en fait, c'est une question qui est sur le tapis depuis presque 40 ans maintenant, et puis là, vous sortez cette étude qui est quand même une étude très, qui donne des chiffres très, très forts et très préoccupants. Alors, qu'en est-il exactement ? Alors, ce travail, comme vous le dites, est une étude scientifique. Ça fait 15 ans que je travaille sur le coût de l'immigration et que j'actualise régulièrement mes informations. Cette étude porte sur la population immigrée en situation légale existant en France, c'est-à-dire 8 millions d'eux. Oui, donc pas les clandestins, pas les illégaux. Si, aussi. Aussi. Sur la population en situation irrégulière, environ 600 000 personnes et 800 000 si on ajoute Mayotte et les collectivités d'outre-mer. Et aussi sur les descendants directs d'immigrés, qu'ils soient de 2 parents étrangers ou d'un couple mixte. Donc au total, cette étude porte sur 13 420 000 personnes. Là-dessus, nous avons des recettes, bien entendu, qui sont d'environ 117 milliards d'euros, des recettes fiscales, des recettes sociales et des recettes aussi qui viennent de la contribution de la population immigrée au PIB de la nation. Parce que ces immigrés travaillent, augmentent le PIB de la nation et là-dessus, l'État prend 45,3%, donc ça fait environ 117 milliards d'euros. Face à cela, il y a des dépenses qui sont d'environ 171 milliards d'euros. Il y a les dépenses directes, les dépenses sociales notamment. Il y a les dépenses indirectes, c'est-à-dire les coûts de régaliens, les coûts des institutions qui s'occupent de l'immigration, les coûts de la justice. Pardon, Jean-Paul Gourevitch, quand vous parlez des institutions qui s'occupent de l'immigration, vous comptez les subventions aux associations aussi qui... Oui, bien entendu. Mais sur ce plan, comme nous avons peu d'informations disponibles, j'ai consacré un chapitre qui s'appelle la pénombre de l'immigration. C'est-à-dire les éléments sur lesquels les scientifiques n'ont pas d'informations suffisamment fiables pour être livrées. Et effectivement, pour reprendre votre question, en ce qui concerne les subventions aux associations travaillant avec les migrants, que ce soit des migrants légaux ou des migrants irréguliers, nous sommes obligés de faire une fourchette qui est environ 1,2 milliard d'euros. Oui, quand même. D'accord. Donc le manque, le déficit aujourd'hui est de 53,9 milliards d'euros dans votre étude la plus actualisée. Voilà. Et ces chiffres sont différents de ceux de mes collègues, puisque les chercheurs de gauche, disons, considèrent que le déficit existe mais qu'il est faible,
qu'il est entre 5 et 36 milliards d'euros. Ouais. Et les chercheurs de droite et d'extrême droite considèrent au contraire que ce déficit est très important. Ils le chiffrent entre 70 et 256 milliards d'euros. Ouais. Donc, moi, mon travail, je respecte le travail de tous les chercheurs. Le mien est très précis. J'explique de quoi je suis parti, quelle est la méthode que j'ai suivie et à quel résultat j'aboutis. Et à la fin, je fais quelques propositions pour réduire le déficit de l'immigration et pour augmenter les recettes de l'immigration. Alors justement, Jean-Paul Gourevitch, lesquels? Parce qu'on ne peut pas évidemment parler de tout, il faudrait... Quelles sont vos propositions les plus importantes ou peut-être les plus urgentes en tout cas? Alors, je prends 3 exemples. Oui. Nous recevons des étrangers malades qui viennent se faire soigner en France en disant que dans leur pays, on ne peut pas être soigné. Ils arrivent avec un certificat d'un médecin de leur pays et comme ils restent en France très longtemps, ils finissent par être régularisés. Ce que nous avons proposé, c'est que ce certificat soit validé par le pays en question, parce que ces pays reçoivent des hôpitaux, reçoivent du matériel, reçoivent des médicaments, et si effectivement tout cela ne permet pas de soigner ces gens qui disent qu'ils sont malades, il faut à ce moment-là imaginer une diminution de la subvention à ces gens-là. D'accord. Deuxième proposition, vous savez, un certain nombre de personnes déboutées du droit d'asile font appel à la Cour nationale du droit d'asile. Tout à fait. Nous avons demandé que, comme tout citoyen français qui, quand il fait appel, dépose une caution, ces personnes déposent une caution qui leur sera remboursée, bien entendu, si leur appel est validé. Pour le moment, il n'y a pas de caution. Pour le moment, il n'y a pas de caution. Ils ne déposeront pas cette caution parce qu'ils savent que de toute façon, tout ça n'était fait que pour ralentir. Et du coup, cela permettrait non seulement de faire des économies, mais surtout d'accélérer le traitement des demandes d'asile, parce qu'il est tout à fait inadmissible que les gens attendent 18 mois avant de savoir s'ils ont le droit de rester en France ou pas. Enfin, dernière proposition, très positive celle-là, nous avons proposé que les gens qui travaillent dans des métiers en tension et qui sont là depuis un certain temps puissent être régularisés au moins pendant la période où ces métiers sont en tension, parce que nous manquons effectivement dans l'aide à la personne ou dans le bâtiment ou dans la restauration d'un certain nombre de mains, ce qui permettrait d'augmenter les recettes fiscales et sociales et ce qui permettrait en même temps de faire ce qu'on appelait autrefois une immigration choisie et non pas une immigration subie, c'est-à-dire qu'on accepterait des gens qui viendraient en France pour travailler. Dernière chose, si je peux ajouter, vous savez que l'immigration la plus importante aujourd'hui, c'est l'immigration étudiante. Nous avons 400 000 étudiants étrangers en France qui coûtent environ 4,6 milliards d'euros si on tient compte à la fois de ce qui leur est donné et surtout de l'amortissement des locaux, du personnel enseignant, etc. Or, nous ne savons strictement rien sur ce que deviennent ces étudiants étrangers. Est-ce qu'ils poursuivent leurs études? Est-ce qu'ils ont un diplôme? Est-ce qu'après leur diplôme, ils reviennent dans leur pays d'origine? Est-ce qu'ils restent en France pour participer à l'augmentation du PIB? Est-ce qu'ils partent dans un autre pays étranger? Nous ne savons rien. Nous avons demandé plusieurs fois aux divers ministères concernés, ministère de l'Éducation, vous n'avez pas eu de réponse. De faire au moins une étude là-dessus.
parce que ça coûte quand même très cher. Il est important de savoir, important que les contribuables sachent où passe leur argent. Et Jean-Paul Gourevitch, quid pour vous, alors vous savez, parce que beaucoup d'hommes politiques, plutôt de droite, dénoncent les excès de l'AME, de l'aide médicale d'État, des transports. Et, vous savez, on entend beaucoup quelque part. Il y a des tas de Français qui vivent avec 800 € par mois ou même moins, et puis d'autres, on sait très bien, qui vivent en fait, qui arrivent à vivre beaucoup mieux avec toutes les aides qu'on en apporte. Alors, moi, je ne suis pas opposé systématiquement à l'aide médicale d'État. Je pense simplement qu'il faut la réserver aux cas les plus urgents, parce qu'aujourd'hui, l'aide médicale d'État, c'est plus d'1 milliard d'euros, c'est plus de 400 000 utilisateurs, et surtout, elle apparaît comme totalement gratuite, et c'est pour ça que nous avons proposé que pour éviter que cette idée qu'ont certains Français qu'eux, ils soient obligés de payer alors que les immigrés ne payent pas, on a proposé une cotisation d'entrée permettant de constituer un dossier de ceux qui bénéficient de l'aide médicale d'État et qui permet en plus un suivi de leur maladie ou de leurs difficultés. Et dernière question, Jean-Paul Gourevitch, parce que vous avez un rapport et on sent, vous avez d'ailleurs, ça fait une quinzaine d'années que vous travaillez là-dessus, et là on sent que c'est un rapport qui a été très 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 étudié et très, je dirais, au bon sens du terme, creusé. Est-ce que on est dans une situation où quelquefois on a l'impression que voilà, ça continue comme ça, que ça arrive à Lampedusa, à Menton et ailleurs, et que ça va continuer, et on a l'impression d'une espèce de qu'on veut assécher avec des cuillères, l'océan avec des cuillères. Est-ce que vous avez cette impression, ou pensez que non, on peut réagir si on a envie de réagir et s'il y a la volonté et le courage pour ça? Alors, le président Macron, avec d'autres, avait proposé de mettre les hotspots, donc les centres de tri des migrants, non pas en France, à partir du moment, parce qu'à partir du moment où ils posent le pied en France, ils vont y rester, mais dans les pays d'origine ou sur les bateaux qui assurent la liaison entre pays d'origine et pays d'accueil. C'est une bonne idée qui permettrait d'un côté de faciliter le transport pour ceux qui sont qu'on considère comme devant venir en France, et ça permettrait en même temps de freiner l'immigration irrégulière et d'éviter que la Méditerranée soit un cimetière marin. Encore faut-il... C'est une bonne idée, mais sur le papier. J'allais vous dire, sur le papier, Jean-Paul Gourevitch, encore faut-il que les pays acceptent d'abriter des hotspots, ce qui n'est pas joué. Alors, il y a là des décisions à prendre qui peuvent être prises qu'au niveau européen. Malheureusement, comme vous le savez, André Berkoff, au niveau européen, il n'y a pas de politique migratoire concertée, et c'est un énorme problème parce que chacun agit de son côté. Et du coup, ça permet aux migrants de se dire, je vais dans ce pays-là parce que là, je trouverai du travail. Je vais dans ce pays-là parce que j'aurai de l'éducation. Je vais dans ce pays-là parce que j'aurai des aides sociales. Ou je vais dans ce pays-là parce que j'aurai du logement. C'est-à-dire que, la décision revient aux migrants et non pas au pays d'accueil. Merci Jean-Paul Gourevitch, merci pour vos éclaircissements. Et je renvoie vraiment, lisez-le, auditeur Sud Radio, à la revue Contribuable associée avec cette étude, parce qu'elle dit bien les choses, et à un moment donné, quand le réel frappe à la porte, il faut peut-être l'écouter.